Je suis le fondateur d'Ethic Advisor. Je vais vous en parler une seconde juste pour vous présenter un peu le pourquoi je suis là. Aujourd'hui, on va discuter un peu des critères éthiques comme nouveaux critères d'achat. C'est effectivement une des grandes tendances qu'on voit s'opérer depuis quelques années. Donc l'idée, c'est de quantifier un petit peu ces tendances, de les définir, comprendre comment les traduire en face des consommateurs, comment rassurer les consommateurs sur leur envie et leur besoin de mieux comprendre l'impact éthique de leurs achats. Et puis, en tant qu'entreprise, en tant que distributeur, comment on peut justement embrasser cette volonté des consommateurs d'avoir un peu plus d'éthique et de responsabilité dans leurs actes d'achat. Alors, vous voyez? Non, vous voyez pas donc en fait. Voilà. Ethic Advisor très rapidement. On a cité l'application de la consommation responsable. L'idée, c'est d'aider les gens justement à mieux comprendre l'impact de leurs achats. On a défini 3 piliers, santé, sociale, planète. On a un peu plus de 60 critères et labels. On va y revenir sur cette notion de label, sur ces 3 piliers, santé, sociale, planète. Et la spécificité, c'est effectivement qu'on va agglomérer l'ensemble de ces 60 critères au niveau d'une note, au niveau d'un produit. Donc on a créé ce qu'on appelle l'Ethi-score, qui va en fait être la pondération du nombre de labels et d'impact positif qu'a un produit, et de l'importance pour nos visiteurs de chacun de ces labels et de ces critères. Et on met tout ça dans une note qui s'appelle l'Ethi-score. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que très immodestement, en 1 an et demi, on a eu un peu plus de 10 500 visiteurs qui ont rempli leur profil éthique. Et donc on commence à voir un peu quels sont les critères qui sont importants pour eux dans leur acte d'achat et vers quoi le marché est en train de tendre. Donc voilà pour Ethic Advisor. Donc la réalité du marché. Alors il y a les évidences, le marché du bio, donc ça fait 5 années de suite qu'on est à plus de 20% de croissance. Alors il y a eu des aides externes, type Yuka, qui ont fait prendre conscience aux gens du nombre d'additifs ou des pesticides et de tous ces critères au niveau de l'alimentaire. Donc il y a eu effectivement des phénomènes extérieurs et une prise de conscience en tout cas. Et on voit clairement maintenant tous les Français se tourner définitivement vers le bio. Alors quelques chiffres, alors justement c'est là où on est encore dans l'ambiguïté. Donc 14% de croissance l'an dernier, 11,9 milliards de dollars. Par contre, et c'est ça où il y a encore une belle marge de progression, on n'est qu'à 7% de la dépense alimentaire. Donc le bio est en plein essor, mais cette croissance, elle est faite pour aller encore plus vite et encore plus loin. Et on espère très rapidement que le bio deviendra un jour le standard de l'alimentation, contrairement à l'agriculture intensive. La marque très représentative, même si elle n'est pas forcément bio, mais surtout l'alimentaire en général, de ce succès et de cette pression des consommateurs, c'est la marque C'est qui le patron, qui n'existait pas il y a 3 ans et qui est aujourd'hui la première marque dans le laitier, qui a aussi fait développer des produits dans les salades, l'alimentaire, les compotes, etc. et qui rencontre un succès énorme dans les grandes distributions, justement parce que dans le design de leurs produits, elles ont intégré soit du commerce équitable, soit du commerce de proximité, soit des produits bio sans additifs, soit pas d'emballage plastique, on va y revenir, et ils jouent à chaque fois avec la société des consommateurs qui est là où ils se sourcent en termes de besoins. Ils définissent les produits en fonction que les consommateurs veulent, et c'est la marque C'est qui le patron. Ils sont maintenant une trentaine de produits sur l'alimentaire, et c'est vraiment un des révélateurs du grand succès de cette prise de conscience des Français. Le Made in France, pareil, il y a le vent en poupe, on le sait. Alors le Covid a joué le jeu en plus, a accéléré le phénomène. Donc aujourd'hui, on a à peu près 80% des consommations des Français qui sont faites Made in France, avec toute l'ambiguïté qu'il y a derrière ce mot Made in France. Mais il y a certains textiles, il y a certains secteurs comme l'habillement où c'est moins de 20% qui est fabriqué en France. Donc là, pareil, il y a une grosse volonté d'améliorer, de ressourcer, de relocaliser certaines industries, une vraie volonté des consommateurs de pouvoir acheter local par des entreprises qui fabriquent en France. Commerce équitable est aussi un autre exemple. Donc là, on est dans le commerce équitable nord-sud. Donc soutenir des producteurs de cacao ou de lin ou de coton qui sont dans des pays encore en développement. Donc un marché de 1,7 milliard, 23% de croissance l'an dernier. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on est dans ce type de croissance. Et puis le green, bien sûr. Le green qui est à la mode depuis quelques temps déjà, la pétition, plus de 1,2 million de signataires pour la pétition du siècle vis-à-vis du gouvernement pour accélérer les mesures pour le green. Donc ça se traduit sur les marchés du zéro déchet, plus 12 fois 12 en 6 ans, 1,2 milliard de dollars. L'émergence du vrac, du rechargeable, tout le marché vegan qui est en pleine croissance aussi. Et puis on va retrouver encore une fois
qui a aussi un impact sur le Made in France, toute la consommation locale, qui a bien sûr un impact sur le green, puisque l'empreinte carbone du local est bien sûr moins forte qu'un avocat importé du Chili. Et la seconde main, et là pareil, un exemple de succès de la seconde main, c'est Back Market. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils ne font que du refurbished et d'Apple et de tout ce qui est électronique avec de l'obsolescence programmée. Ils sont entrés dans la niche où il y a un avantage prix pour le client final et surtout il y a un impact super positif puisqu'on ne va pas recréer un produit, on va réutiliser un produit déjà existant, reconditionné. Donc tout ça, c'est des faits hyper tangibles, c'est déjà derrière nous et la vague, on va le voir, elle va s'accélérer. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait par Greenflex, qui fait une étude chaque année sur les attentes des consommateurs. Et l'étude de 2019 confirme ce qu'on vient de voir dans le passé, donc on se projette dans le futur. Et on voit qu'alors, c'est dans les critères éthiques, mais c'en est un, la santé reste la principale préoccupation des consommateurs. Et juste après vient le green, l'écologie et l'impact sur la planète. Donc vous voyez les deux courbes qui montent, l'orange et le vert. Voilà vraiment les deux grosses tendances. Et puis en parallèle, une envie de déconsommer dans l'absolu. Donc je veux consommer mieux, mais aussi je veux consommer moins. Donc me reconcentrer sur l'essentiel, oublier le superflu, et quand je dois aller à l'essentiel, prendre des produits qui ont des impacts limités. C'est vraiment la tendance du marché, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc tout ça en très grande majorité. Alors ils sont amusés à définir les 4 types de profils. Alors, il y en a un qui m'amuse, c'est celui en bas à gauche, j'oublie le nom à chaque fois. Ah oui, le rejet. Donc il y a 19% de consommateurs qui sont déjà saoulés en fait par les messages justement de manger responsable, etc., les critères, les valeurs. Donc il y a 19% de gens qu'on n'aura pas dans l'amélioration de leur impact de consommation, ils ne veulent pas en entendre parler. Il y en a 8%, c'est les insouciants, ils s'en foutent en fait d'où ça vient, qui l'a produit, tant que c'est pas cher, pourquoi pas. Et puis vous voyez quand même la grande majorité, c'est la bonne nouvelle, sont carrément l'immense majorité en mobilisation, c'est-à-dire non seulement je veux tendre vers une consommation plus responsable, mais factuellement, je le fais déjà un peu au quotidien. Et puis à ça va s'ajouter la partie de gauche, qui est l'intention, donc 24% de consommateurs qui ne sont pas encore factuellement très au point dans leur façon d'améliorer leur consommation, mais qui manifestent l'intention de vouloir le faire. Donc c'est une tendance existante qui va s'accélérer. Maintenant, quand on est une entreprise, c'est quoi l'impact de tout ça? C'est un risque énorme, c'est celui du boycott, puisqu'il y a des mouvements comme L214 ou une association qui s'appelle iboycott.org, qui a fait une application qui s'appelle Buy or Not, et qui sont des associations très proactives. Il y a plus de 250 000 membres, c'est 30% de croissance sur les 2 dernières années en termes de membres. Donc c'est vraiment des mouvements qui prennent fond, et ces gens donc vont taquiner les entreprises où manifestement elles ne font pas ce qu'il faut pour réduire leurs impacts. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la campagne qu'ils ont menée contre Nutella en 2017, 2018, 2019. Ils sont vraiment ciblés Nutella très très fort, puisque Nutella, on sait, c'est l'huile de palme, c'est multinationale qui paye ses impôts on ne sait pas où, c'est du plastique dans les bouchons, etc. Donc ils ont fait des campagnes très très fortes, et résultat, Nutella a perdu 10 points de part de marché en l'espace de 5 ans. Donc l'impact, cette prise de conscience des consommateurs, si vous ne la respectez pas et si vous ne l'embrassez pas, le risque c'est qu'au moins vous perdiez du chiffre d'affaires, voire vous disparaissiez parce que vous n'êtes plus à la page. Et donc la bonne nouvelle, si effectivement vous allez améliorer vos impacts et que vous faites tout pour en tant qu'entreprise, on l'a vu, c'est des marchés en croissance, c'était les premiers charts que je vous ai montrés. Il y a aussi, et c'est pas évident, mais il y a un premium de marge potentiel. Toutes les études confirment que les Français, sur leurs critères à eux, donc s'ils veulent défendre le commerce équitable, s'ils veulent défendre le Made in France, s'ils veulent un produit plus green, ils sont capables, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir ces valeurs à l'intérieur du produit et délivrées par l'entreprise. Alors quand on rentre dans le détail, ils sont prêts à payer maxi 15% plus cher, donc il faut garder quand même en tête. Mais l'intention, encore une fois, est là. Oui, je veux des achats plus responsables et je suis prêt à payer un peu plus cher si effectivement ces impacts positifs sont tangibles. Il y a aussi des impacts au niveau de la culture interne. Là, c'est des amis dans les cabinets de recrutement. De plus en plus, les jeunes, ça devient leur deuxième critère. Donc là, il y a une étude que je vous ai citée. Le deuxième critère de choix d'une entreprise, c'est
est-ce qu'elle réduit son impact environnemental? Est-ce qu'elle est sérieuse dans la réduction de son empreinte environnementale? Si oui, je vais aller travailler pour cette entreprise en tant qu'employé. Donc même en culture interne et en culture d'entreprise, aller tendre vers une volonté d'impact positif, c'est la garantie de se rameuter les meilleurs talents à son entreprise. Et puis globalement, on commence à avoir aussi des études. Toutes les entreprises qui ont un label RSE, on va y revenir, il n'y en a pas tant que ça, mais celles qui en ont, elles ont une performance de croissance 5 à 6 fois supérieure à la croissance moyenne des entreprises. Donc il semblerait que les entreprises qui ont mis en place une démarche RSE active, qui du coup peuvent communiquer, qui du coup touchent ces nouveaux consommateurs qui sont intéressés par ces approches, de facto elles se retrouvent avec des résultats qui sont bien meilleurs par rapport à une entreprise qui resterait en business as usual. Mais le problème quand on est une entreprise, donc on comprend tout ça, le problème c'est que les consommateurs sont méfiants. Et là, c'est issu pareil de l'étude Greenflex de l'an dernier, on voit la défiance des consommateurs vis-à-vis des entreprises. Alors c'est probablement lié en parallèle à l'excès de greenwashing auquel on assiste depuis quelque temps. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais il n'y a plus une pub à la télé où vous n'êtes pas avec l'entreprise la plus green de la planète qui fait tout ce qu'il faut. C'est incroyable. On dirait que quand on achète leurs produits, on est presque en train de nettoyer les océans. C'est tellement excessif que plus personne n'y croit. C'est-à-dire, et là, ce chart le montre bien, c'est-à-dire, il y a moins de 25% des Français qui croient les messages green qui ont été envoyés par les entreprises. Donc, ils veulent des produits propres, ils sont prêts à dépenser plus pour ça, mais par contre, il faut leur prouver que ce que vous faites est sincère, réel et quantifiable. Et donc, on en vient au label. Et la seule réponse aujourd'hui qu'on a trouvée pour ça, c'est les labels. Donc le principe de label, c'est simple, c'est un tiers extérieur à l'entreprise qui va effectivement regarder un domaine de l'entreprise, où est-ce qu'elle s'apprévisionne en local, est-ce que ses produits sont bio, est-ce qu'il n'y a pas de pesticides, est-ce qu'il y a une parité salariale, est-ce qu'il n'y a pas d'emballage plastique, etc., etc. Le problème de ces labels, c'est qu'il y a des labels d'entreprise très complexes. Donc j'en ai cité 3 ici, label Lucie, Bicorp, Engagé RSE, c'est les principaux labels au niveau d'entreprise, donc qui certifient une entreprise. Aujourd'hui, on n'a que 577 entreprises labellisées RSE en France. C'est ridicule, c'est moins de 2% du nombre des entreprises françaises. Et on a une quinzaine de labels, je vous ai mis les 3 premiers. Et puis il y a les labels produits. Il y a plus de 1000 labels produits potentiels aujourd'hui en France. Plus de 1000. Le net de tout ça, c'est quoi? C'est que c'est complètement illisible pour les consommateurs. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ISO 26000? Enfin, être RSE, ça veut dire quoi? Dans mon acte d'achat de consommateur, qu'est-ce que ça me dit de l'impact que mon achat va avoir demain sur la planète, la société ou sur ma santé? Pas grand-chose. Et il y a un vrai problème ici de lisibilité. Et pour les entreprises, il y a ce problème de coût. C'est-à-dire que se labelliser, c'est au minimum 1500 €. Si vous avez un produit bio, ça va être minimum 3 ou 4000 pour certifier votre produit bio. Quand on est un petit producteur, un petit artisan, ça devient énorme comme coût. Et puis alors on peut monter à des, j'ai mis XXX, ça peut être, si vous êtes une très grosse entreprise, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il faut que vous mettiez pour être certifié. Et le temps est en corollaire, c'est-à-dire que ça peut être 3 mois une certification, ça peut être plus de 2 ans en fonction des choses que vous voulez certifier, etc. Donc les labels, c'est un vrai problème pour les entreprises et c'est un manque de visibilité pour les consommateurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre d'initiatives, alors je vais en citer quelques-unes, pour rendre ça le plus tangible possible. Le problème du label, c'est comment je peux le faire lire, comprendre, et vous achetez à un temps T, vous êtes au supermarché, ou vous êtes au moment de l'acte d'achat, comment vous pouvez avoir le maximum d'informations sur l'impact que vous allez avoir avec l'achat que vous allez faire. Alors il y a Zayscore que je tiens à mentionner parce que c'est une entreprise qui va qualifier les impacts d'une entreprise et qui va lui donner sa photo au temps T et qui va lui permettre de se fixer des objectifs, donc de dire par exemple je suis à 60% de mon parc de mes commerciaux, il est encore au pétrole, je veux passer à l'électrique, je me fixe un objectif de passer à 20. Et donc il voit sa photo au temps T et il a un tableau de bord qui peut suivre et aller voir sa progression. Donc ça permet, et lui va donner un Zayscore à l'entreprise, qui est justement son impact global en termes d'empreinte carbone. L'EcoScore, donc ça c'est une initiative de l'ADEME et d'une association qui s'appelle Open Food Facts, où l'idée c'est sur tous les produits alimentaires de donner l'impact carbone, et c'est là où vous réalisez que par exemple tout produit à base de bœuf est à peu près 50 à 60 fois plus dangereux pour la planète qu'un produit à base de poulet, et bien sûr un produit végétal, etc. Mais donc il y a une granularité au niveau des produits,
qui va vous donner l'impact écologique de votre alimentation. L'Impact Score, c'est une initiative de deux associations, le Move et Tech for Good, où là, l'idée, justement, c'est de concaténer un peu l'ensemble des labels, des 5000 labels, et de donner une note qui sera l'Impact Score et qui vous donnera une vision immédiate de l'impact du produit et vous permettra d'affiner votre choix avec ça. Impact Score, c'est une boîte canadienne qui fait aussi une mesure d'impact et qui a un score qui s'appelle l'impact. La caractéristique d'Impact Score, c'est qu'il s'adresse aux établissements bancaires pour financer les entreprises. Donc, c'est les établissements bancaires qui regardent la note de l'Impact Score et qui, du coup, savent que leur investissement a un impact positif ou pas. Donc, c'est une autre façon de contourner le sujet. Alors, je suis obligé de mentionner l'Ethyscore, l'Ethyscore d'Ethic Advisor, puisque je suis là, qui est effectivement aussi là une façon de voir sur un produit l'impact de l'entreprise. Et puis, il y a l'État qui a décidé d'investir dans des labels. Donc, il y aura des labels d'État, puisque là, on parle beaucoup de labels privés. Tout ça sont des entreprises privées ou des associations. Mais l'État a décidé de se lancer dans une réflexion entre le ministère de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Écologie pour définir justement des labels qui soient officiels, estampillés par l'État et qui aident les consommateurs à mieux comprendre leurs impacts. La complexité en face de ces labels, c'est toujours la même, c'est le nombre de critères qu'on peut prendre en compte. Si on prend la santé, il y a le Nutri-Score qui est important, il y a bio qui est important, il n'y a pas de pesticides, c'est important, est-ce qu'il y a des additifs, c'est important, donc il y a déjà des critères, ici une vingtaine, planète, est-ce que c'est zéro déchet, vegan, l'upcycling, le local, enfin donc il y a tous ces critères. Pour ça que nous, par exemple, sur Ethic Advisor, on a déjà 60 labels sur ces trois piliers. Donc l'idée, c'est effectivement comment on donne une vision synthétique aux consommateurs par rapport à ces piliers. Donc voilà un petit peu le panorama, donc vraiment une tendance déjà claire depuis 5 ans qui va s'accélérer. Clairement, seules les entreprises qui vont vraiment s'investir dans la façon dont elles règlent leurs impacts vont pouvoir profiter de cette croissance et surtout transmettre ça au travers de critères lisibles pour les consommateurs pour que le lien, la connexion se fasse entre les efforts qu'une entreprise a fait et la lisibilité, la compréhension que les consommateurs ont de ces efforts. Alors comment répondre à ces nouveaux enjeux quand on est en entreprise ? On essaye de les aider, nous, Ethic Advisor, là-dessus. La première réponse, on en a déjà parlé, je l'ai mis en rouge, malheureusement, c'est celle des grosses boîtes qu'on voit tous à la télé. C'est je fais du greenwashing, le social washing. Alors j'ai appris, il y avait le France washing. Et bref, c'est du tout washing. C'est-à-dire, je fais comme avant, mais je dis que je fais vert. Voilà. Ou je dis que je fais bien. Donc ça, bien sûr, c'est ça contre lequel il faut absolument lutter tous ensemble, avec tous les gens que j'ai pu citer dans cette présentation. Donc ma premier conseil, ce serait pour une entreprise, ce serait de se situer versus ses concurrents sur le marché. C'est-à-dire, quels sont mes impacts par rapport à mon industrie? Est-ce qu'il y a des gens qui font mieux que moi? Est-ce que, par exemple, vous êtes dans le cosmétique, vous êtes encore dans les emballages plastiques? Il y a des Lamazuna qui étaient là à la plénière ce matin ou des Pachamamai, ça fait déjà 7 ans qu'ils sont en zéro déchet ou en solide. Donc, regardez où vous vous situez et où est-ce qu'effectivement vous devez aller, où est-ce qu'il y a une opportunité. Peut-être personne n'a réglé un problème de, je sais pas, un vélo fabriqué en France, il y a une boîte qui en fait un, il y a peut-être un marché du fait en France qui est potentiellement une opportunité pour vous. Donc comprendre où vous êtes, comprendre par rapport au marché. Donc là, Zeil peut vous aider à ça. Génétique, c'est une petite boîte lyonnaise aussi qui fait l'analyse de vos forces et faiblesses en termes d'impact. Une fois que vous avez compris où vous êtes, faut choisir où est-ce que vous voulez aller. On a vu qu'il y a un peu plus de 60 critères éthiques potentiels, 60 demandes potentielles de consommateurs. Vous répondrez jamais aux 60, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, se dire je vais avoir un impact plutôt vert, ou je vais décider de faire de l'insertion sociale et comme les récupérables employés par exemple du personnel d'établissements financiers. Donc il faut que vous choisissiez la valeur ajoutée, l'impact positif que vous voulez avoir. Alors ça dépend de votre historique, d'où vous venez, quelles sont vos convictions en tant que patron, les opportunités du marché, etc. Et puis ensuite, faut les mettre en œuvre. Donc là, il y a plein d'entreprises qui viennent vous accompagner dans l'amélioration de vos impacts RSE. Donc, par exemple, Greenflex, je les cite puisque j'ai utilisé abondamment leur chart, c'est la moindre des choses. Et donc, mettre en œuvre cette amélioration de vos impacts. Et puis ensuite, faut choisir sa labellisation. C'est-à-dire, là, vous allez commencer à communiquer, quantifier, communiquer. Donc, quel est le label extérieur que vous allez chercher pour prouver que tout ce que vous venez de faire est réel et que cette traduction, ce label, soit compris par les consommateurs. Donc, est-ce que vous labellisez votre entreprise? Est-ce que certains de vos produits, quel prix vous allez mettre, quelle durée, quel score vous allez choisir sur lequel vous allez communiquer? Et là, typiquement, je remets Ethic Advisor, c'est plus fort que moi, puisque nous, on fait ça avec l'Ethyscore. Et puis, communiquer ensuite. Alors,
quand vous le dites, rappelez-vous ce chart, si vous dites que vous êtes quelqu'un de sympathique, vous avez passé pour quelqu'un d'arrogant, si effectivement un tiers, et c'est tout l'avantage de cette labellisation, confirme que vous êtes quelqu'un de sympathique, il y a plus de chances que vous passiez pour quelqu'un de sympathique. Donc communiquez, mais pensez à identifier le tiers de confiance qui vous permettra de faire passer les messages et une fois qu'ils auront été labellisés, donc estampillés et prouvés. Voilà un peu l'évolution du marché des consommateurs et puis comment les entreprises peuvent, et j'espère de tout mon cœur, en tout cas c'est pour ça qu'on fait Ethic Advisor, s'adapter, suivre à cette pression des consommateurs pour que l'impact de notre consommation soit chaque jour un peu moins violente pour notre planète et pour notre société. Je vous laisse, si vous avez des questions sur des données, des doutes, des idées. Non? Super. Merci de votre attention. J'étais le dernier avant le cocktail, donc bon cocktail. À très vite.